Le littoral en danger. Heureusement, des acteurs de terrain se mobilisent. On en parle avec eux dans quelques instants. Tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Via Nova au sommaire. Le littoral en danger, certes, mais des associations se mobilisent pour lutter contre la pollution et préserver notre environnement. On reçoit nos invités dans quelques instants pour en parler avec eux. Et puis Guillaume Padovagne est avec nous pour une chronique méditerranéenne dont lui seul a le secret. En troisième partie, les conseils de notre équipe du vendredi au programme, les tendances mode week-end, un voyage en Jamaïque et puis direction Bastelica pour un événement culinaire qui va concerner l'ensemble du village. On en saura un peu plus tout à l'heure avec Mathéo. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous poser toutes vos questions avec le hashtag Vianov. C'est d'abord la revue de presse. Elle arrive sur des skis, Marie-Jo. Ouais. Non, j'ai arrêté le roller. Bon, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est plus prudent. Oui, c'est une bonne chose. Bon, alors qu'est-ce qui a retenu votre attention, ma chère petite Marie-Jo, aujourd'hui ? Eh bien écoutez, aujourd'hui, il y a le magazine Marianne qui sort ses griffes intelligemment comme souvent, mais sans concession. Bon, c'est un petit peu ce qu'on attend de Marianne en général. Bah oui. Et c'est la presse qui est en ligne de mire avec ce titre en couverture, faillite du système médiatique et pourtant il faut une presse libre. Alors évidemment, ce dossier traite essentiellement des relations entre les Gilets jaunes et la presse. Et ça commence avec Natacha Polony qui débute l'offensive en déclarant « Entre le peuple et les élites communicantes, le divorce est consommé ». Puis ensuite, ça continue avec Jacques Dion qui enchaîne un papier qui balance pas mal, ça balance, et qui était quand même sa thèse avec ce titre à l'origine de la fracture médiatique, les sachants. Et en fait, on nous explique que éditorialiste, intellectuel et expert, une fois encore, la petite troupe des intelligents a su trouver le moyen de regarder avec dédain la détresse de la colère du français moyen. Bim. Alors, il n'hésite pas à citer les propos un peu méprisants quand même de ses confrères. Je vous laisserai le soin de les découvrir, c'est quand même plutôt intéressant. Mais parmi mes préférés, il y a quand même Christophe Barbier qui aurait déclaré, de l'Express bien sûr, qui aurait déclaré « Je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire, c'est de supprimer la redevance télé. Beaucoup de gilets jaunes regardent la télé car ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. » Pas mal, c'est pas du tout méprisant. Oui, ça calme un peu. Ça calme. Jean Quatremer de Libération, qui qualifiait le mouvement des Gilets jaunes d'un mouvement de beauf, d'extrême droite, de poujadistes, factieux et rouge-brun. C'est pas mal aussi. Et Luc Ferry, notre ancien ministre de l'Éducation, qui parlait, en parlant des policiers, aurait déclaré qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois pour toutes. Écoutez, ça suffit. On l'imagine en colère. Hein. J'ai essayé de le jouer. Édifiant, hein, complètement. Hein. Oui, mais est-ce que Marianne fait son autocritique aussi ou pas du tout? Un tout petit peu. Un tout petit peu quand même. Si, ouais, Marianne, effectivement, repositionne sa ligne éditoriale du début, qui est effectivement d'être un petit peu décalée par rapport à la presse et d'arriver à se critiquer. Bon, on suivra ça avec attention, mais on ne jette pas toute la presse pour autant. Non. Bon. Mais en tout cas, ce qui est clair dans ce dossier, justement, c'est aussi le décalage entre les journalistes qui sont souvent molestés par les gilets jaunes et qui sont plutôt les précaires, les jeunes journalistes qui sont là avec des statuts d'intermittents du spectacle, de correspondants de presse ou parfois rémunérés en droit d'auteur. Tous ces statuts qu'ils sont en général obligés d'accepter, mais qui ne sont pas du tout reconnus par la commission de la carte de presse, il faut le savoir. Et puis donc le décalage avec effectivement ces intellectuels qui font tous les plateaux télé, qui sont parfois un peu méprisants. Bon, on peut lire l'Express par exemple. Oui, surtout quand l'hebdo nous donne de beaux sujets, comme celui-ci qui va sûrement intéresser vos invités. C'est pollution sonore, silence, on nage. Je m'écarte pour que vous voyez un petit peu la photo parce qu'elle est vraiment jolie. Elle est magnifique. Plutôt beau. Voilà, c'est vraiment sympathique. Enfin, sympathique. C'est un dossier plutôt grave. On nous explique que la faune sous-marine subit une cacophonie longtemps insoupçonnée. L'homme prend peu à peu la conscience de l'impact des nuisances causées par les navires, les sonars ou les chantiers en mer. Et on apprend que le monde du silence de Cousteau n'est pas si silencieux que ça. C'est vraiment plutôt un vacarme assourdissant, nous dit-on. Pour les cétacés qui s'accommodent quand même tant bien que mal des canons à air comprimé qui sont utilisés pour la prospection pétrolière. Des éoliennes offshore avec leur fixation dont le bruit s'assimile à des énormes coups de marteau répétés. Il y a aussi tout un tas d'autres bruits, surtout avec les navires marchands. Et puis, on nous explique que quand même, parfois, il y a des accidents, comme en 1992, quand ces 12 baleines à bec se sont échouées sur les côtes grecques. Et là, on a mis clairement en cause des exercices des marines de l'OTAN et l'utilisation d'un très puissant sonar qui nous avait déroutés. Quand on parle pollution, on ne pense pas forcément à la pollution sonore. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la pollution sonore, il faut être conscient de toutes les pollutions. Et on va regarder ça avec Corse Matin, pas forcément à la une, mais en page intérieure, on retrouve un article
article d'Audrey Chauvet, notre amie Audrey, qui est parfois sur ce plateau avec nous, et qui invite chacun à être l'artisan en fait, de la réduction de la pollution. C'est cet article. Les familles s'engagent dans un défi zéro déchet. Et en fait, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Réduisons nos déchets en Corse, qui propose d'accompagner celles et ceux qui veulent réduire le volume de leurs déchets non recyclables. Donc en fait, si vous voulez, on nous apprend à séparer véritablement les biodéchets du reste, à acheter en vrac pour limiter les emballages, à utiliser des gourdes ou des lunchbox plutôt que des petits produits qui sont déjà emballés individuellement. C'est vrai que ça relève du bon sens, on est tout à fait d'accord, mais honnêtement, on a vraiment tellement changé nos manières de consommer que parfois, on regarde les conseils et on rougit un petit peu de honte en disant « mais pourquoi j'y ai pas pensé tout seul ?» C'est une évidence parfois terrible. Et oui, réduire les déchets destinés à être enfouis et adopter des comportements qui vont dans le sens du développement durable sont dorénavant indispensables, ma chère Marie-Jo. Mais tout à fait, Florian. Et oui, vous allez donc parler tout à l'heure du littoral. Donc je termine avec cet article aussi de Corse Matin de Cathy Terrazzogne. L'Alliance pêche et tourisme en développement. Il s'agit en fait de parler de pescatourisme, qui est un concept déjà développé ailleurs et qui, au lieu d'opposer les secteurs qui sont celui évidemment de l'activité touristique et du tourisme, et de la pêche professionnelle, eh bien, vont leur permettre d'évoluer conjointement, de mutualiser leurs efforts et surtout évidemment tout ça dans le sens d'un développement durable qui est complètement indispensable aux deux secteurs. On n'a pas envie de faire du tourisme dans une mer pourrie et on n'a pas non plus envie de pêcher des poissons dans une mer aussi de plastique. Voilà, donc petit à petit on avance. Je ne sais pas si c'est pas un petit peu trop lent, mais on avance. On rame. Oh. Non, on rame pas, on avance, mais c'est vrai, vous avez raison, il faut que ça aille plus vite. Au moins, la rame est silencieuse. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Marie-Jo. On se dit à la semaine prochaine. Eh oui. À lundi. Allez, bon week-end. Merci à vous aussi. Merci. Dilo Ormou, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve comme chaque vendredi dans Viano. Vous nous parlez de Méditerranée, une mer en l'occurrence qui n'a pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd'hui et on ne parle même pas de pollution là. Absolument. On ne parle pas de pollution, on parle justement à l'heure où on parle beaucoup de bouleversement climatique. Là, pour le coup, on va en parler. Eh bien, c'est un événement puisque ça a duré, l'événement en question a duré 600 000 ans. Alors bon, c'est une paille. Une paille, mais quelques minutes à l'échelle de l'univers, c'est rien du tout. Bien, la Méditerranée s'est asséchée. Alors on va expliquer comment. Alors le phénomène a pour nom la crise de la salinité messinienne. Alors messinienne, c'est issu du Messinien, qui est une période géologique, et donc qui a vu la Méditerranée s'assécher totalement par évaporation. Et donc c'est un événement, en tout cas, un événement similaire, c'est un des plus importants à l'échelle de la planète. Alors, et tout a commencé par la fermeture du détroit de Gibraltar. C'est ça. Le détroit de Gibraltar s'est fermé puisqu'il y a eu une baisse du niveau des eaux de façon générale sur la planète. Et conjointement, c'est le géologue Christian Gorini qui l'explique, et géologue marin à la Sorbonne, et qui explique que l'Afrique, les plaques tectoniques se sont réorganisées et l'Afrique a progressé vers l'Europe et a fermé finalement ce détroit de Gibraltar. Et donc, l'eau n'arrivait plus, il n'y avait plus de correspondance entre l'Atlantique et la Méditerranée. Bien, les résultats, le niveau des eaux a considérablement baissé d'1,5 km. Alors, est-ce que vous aimez absolument, est-ce que vous aimez le ski ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Moi, j'aime bien. Pour ceux qui aiment les sports d'hiver, pour le coup, la région ajaxienne se trouvait donc à 1500 mètres d'altitude. Et le Cinto dominait l'île du haut de ses 4210 mètres. Donc voilà, bouleversement bouleversement colossal sur tout le bassin méditerranéen, évidemment. On circulait à pied entre la Corse et la Sardaigne et évidemment jusqu'à l'Italie. Pour autant, l'eau n'avait pas disparu partout puisqu'il y avait de grands lacs salés qui se trouvaient entre la Corse et la Provence, et également entre la Sardaigne et l'Italie. Voilà, alors bon, ça reste encore, on en voit encore les traces, enfin en tout cas les géologues voient encore les traces de ces lacs-là qui ont finalement cédé sous l'érosion pour pouvoir remplir le reste de la Méditerranée.
Alors, une de ces conséquences, justement, de ces bouleversements, c'est les canyons creusés par les fleuves. C'est ça. Alors, d'abord, ça, c'est la partie la plus technique. La partie la plus simple, c'est finalement les échanges entre les deux continents, entre l'Afrique et l'Europe, puisqu'il y a des mammifères qui ont pu circuler sur la terre ferme entre les deux continents. Mais il y a aussi, finalement, ces fameux canyons. Là, forcément, lorsque le niveau de la mer baisse... Oui, on voit la carte, là. Voilà, lorsque le niveau de la mer baisse, justement, il y a les fleuves sont obligés de creuser finalement des canyons pour rejoindre finalement la mer. Et donc ces canyons ont posé des problèmes, notamment du côté de Lyon et en Égypte, puisque au moment des constructions, notamment du périphérique nord de Lyon, eh bien, lors des travaux, ils sont tombés sur ces canyons et sur ces restes de canyons, puisqu'ils pensaient trouver que des sédiments. Ils sont tombés finalement sur ces canyons qui ont compliqué les travaux. Et au barrage d'Assouan également, puisque c'était quand même, ça se trouvait quand même à 1000 km des côtes, ce qui était quand même très très loin. Mais ils ont trouvé justement ces fameux canyons à cet endroit. Bon, l'eau a bien fini par revenir, Elle a bien fini par revenir, justement. Alors bon, il y a deux écoles. Il y a l'école la plus rapide. On estime que la Méditerranée a mis 2 ans seulement pour se remplir. Donc bon, un débit de 100 millions de mètres cubes par seconde, bon, c'est difficilement imaginable. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. On voit bien au niveau du détroit de Gibraltar, eh bien, le passage de l'eau. Une autre version, beaucoup plus lente, de 10 000 ans, mais en tout cas, qui, de toute façon, a donné la Méditerranée que nous connaissons aujourd'hui. Donc, lorsque l'on parle, c'est vrai, de bouleversement climatique et de changement, bien, on a un exemple assez extrême, en tout cas. Voilà. Ok, merci beaucoup, Gilles. Mais on en saura plus ce dimanche dans Corse Matin, rubrique Méditerranée. Merci beaucoup. Et puis je continue sur ma lancée méditerranéenne avec un forum qui aura lieu ce soir au Palais des Congrès d'Ajaccio, salle Prestige, à partir de 18h30, organisé par le magazine In Corsica, animé par Jean-François Achille, avec la participation de l'ancien ambassadeur de France et député de Paris, Laurent Dominati, et le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne. Le thème, l'Europe et la Méditerranée. Allez, il est 12h37, c'est l'heure du débat de Vianov. Installez-vous. La Méditerranée, zone de tous les dangers et surtout de tous les risques. On le sait maintenant, c'est la mer la plus polluée au monde. Le plastique représente 95% de cette pollution qui menace l'ensemble de l'écosystème. Est-il encore possible de bloquer cet engrenage mortifère? Comment agir sur le terrain? On en parle avec nos invités. Laurence Constantin, bonjour, présidente de l'ONG Global Earth Keeper. À vos côtés, Océane Couturier de l'association Marée Vive, bonjour et bienvenue. Et Thierry Hollands, président de l'association de défense de la nature Passepartout. Alors déjà, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence avec vous, Laurence et Océane, si vous deviez dresser un état des lieux du littoral insulaire. Laurence. Insulaire, alors c'est vrai que nous on organise des nettoyages aussi en Bretagne, donc j'ai un comparatif. Ah bah très bien, voilà. Vous pouvez nous donner le comparatif. C'est vrai qu'en Bretagne on va plutôt récupérer du polystyrène, des filets de pêche, bon, amalgamés avec beaucoup de déchets plastiques. Ici un peu moins, malgré tout, mais on retrouve quand même globalement toujours les mêmes choses, et les biomédias filtrants aussi qui proviennent des stations d'épuration. Les déchets plastiques, et après ça dépend quand c'est une plage par exemple ou un littoral ouvert au tourisme ou qui n'est pas ouvert au tourisme mais qui ramasse tout ce qui revient de la mer mais en fait qui est jeté par nous au départ, et là on n'a pas les mêmes genres de déchets. Océane, votre constat, est-ce que malgré tout il est relativement préservé ou vraiment il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme? Oui, moi je rejoins Laurence. Pas mal, mais peut mieux faire. On est loin des côtes asiatiques que l'on voit souvent aux informations, dans les journaux, etc. Cependant, à partir du moment où on peut organiser des nettoyages de plage, ça veut dire qu'il y a à faire, il y a du boulot, il y a des déchets encore malheureusement. Donc on peut toujours mieux faire. Et on va voir, c'est clair. On va voir comment avec vous. Thierry, votre association s'intéresse particulièrement à la faune marine
et sous-marine. Et Marie-Jo le disait dans la revue de presse, la pollution sonore également. La pollution sonore qui est en fait à l'image de notre principal sens qui se trouve être la vue, où on nous en met partout. Eh bien, pour les animaux sous-marins, quels qu'elles soient, le sens principal, c'est le son, c'est l'ouïe. Donc effectivement, pourquoi? Parce que tout simplement, sous les mers, il fait noir et que le son se propage presque 5 fois plus vite, plus fort et plus loin que dans l'air. Donc on se retrouve avec quelque chose qui pour nous est invisible, inaudible parce qu'on a de très mauvaises oreilles et en même temps inodore. Quel impact la pollution sonore a-t-elle sur les animaux sous-marins? Alors, pour reprendre, pour les poissons, c'est difficile parce qu'en fait, on essaye de réagir au comportement et souvent on interprète mal les comportements, donc c'est difficile. Biologiquement, on a déjà constaté des AVC et des, comment dirais-je, des AVC donc, sur des cétacés, donc où ils ont des embolies pulmonaires également. Donc ce sont des cas très graves qui peuvent se passer. Des échouages sur les plages également sont très souvent dus, on pense même que maintenant presque tout le temps, dus au son. Alors comment lutter contre ce type de pollution? Comment préserver ces espèces? C'est comme toutes les pollutions, c'est de ne pas faire le purluant. Alors le problème, c'est que c'est compliqué. Alors justement, ça t'y dit tout à l'heure, le moindre chose, les éoliennes qu'on croit durables et écologiques, eh bien les éoliennes offshore font énormément de bruit. Les bateaux, eh bien, quand on est un mécano, on sait qu'il y a le moteur qui fait du bruit, il y a la transmission, il y a des tas de points qui font du bruit, et surtout l'hélice. Parce que l'hélice, même si on a par exemple un moteur électrique, l'hélice fait énormément de bruit. Ce sont des problèmes physiques, hein, c'est tout simple. Hein. Il suffit, il y a des points de mesure, mais il faut relier ces points de mesure. Et parfois, les couches d'eau qui sont à plus basse ou à plus haute température peuvent faire effet de miroir ou de loupe. Laurence, Océane, est-ce que le littoral insulaire corse est plus exposé, de par sa situation géographique évidemment, que d'autres territoires, d'autres zones, selon vous, Laurence? Elle est exposée dans le sens où la Corse attire. Plus fragilisée. On va dire. Ensuite, bon, les courants changent pas mal entre l'été et l'hiver, etc. Donc, ça change beaucoup, donc ce ne sera pas à moi de dire forcément qu'est-ce qui se passe par rapport au courant. Mais par contre, au niveau de la fréquentation des bateaux de plaisance, forcément, elle est impactée. Donc on parle beaucoup de la nocivité de l'ancre et de l'ancrage par rapport à la posidonie, mais on omet beaucoup la pollution sonore justement des zodiacs qui font les allers-retours en permanence, des groupes électrogènes qui fonctionnent 24 heures sur 24 sur les yachts. Tout ça, ça crée une pollution de l'air. Donc tous ces métaux lourds qu'on envoie dans l'air se retrouvent aussi dans l'océan, enfin pour la Méditerranée, et donc asphyxient aussi la Méditerranée. Enfin, c'est très complexe comme problème parce qu'on ne peut pas interdire les gens de... Voilà, il y a un espace de liberté, mais en même temps, cette liberté, on peut l'utiliser que parce qu'il est encore propre. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Océane. Oui, moi, je voudrais rajouter aussi que la Corse est un endroit privilégié pour le tourisme. Il y a énormément de ferries, de bateaux de croisière, mais il y a aussi, il faut le rappeler, le canal des Bouches de Bonifacio qui voit à peu près 30 000 navires passer chaque année entre deux territoires, dont le parc marin international, qu'il faut... Voilà, qui n'est pas si protégé que ça, du coup. Qui n'est pas si protégé que ça, mais ça appuie le fait qu'il y ait énormément de trafic maritime, il y a énormément de bruit. Nous, dans le cadre de la mission Corsicaire, on réalise des écoutes ponctuelles tout autour de la Corse. Et on a réalisé une écoute à Calvi cet été, où il y avait dans la baie un bateau de croisière qui était à l'ancre, qui laissait ses machines tourner. Et donc on a posé cet hydrophone et on pouvait écouter avec des écouteurs Bluetooth. Il y avait des jet skis aussi et des bateaux qui passaient autour et on ne les entendait pas. On entendait uniquement
que le bruit de ce bateau de croisière. Donc on imagine bien que les cétacés vont tout de suite prendre la fuite et ils vont avoir des problèmes pour se reproduire, pour se nourrir, pour se localiser, pour se repérer. Donc on imagine tout de suite cette cascade d'événements. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il y a certains poissons qui se reproduisent l'été. Je pense notamment aux corbes. Et pour se reproduire, il va émettre des sons pour attirer les partenaires. Et malheureusement, à cause du bruit, ces sons seront masqués et il aura des gros problèmes de reproduction. Océane, vous nous parliez il y a quelques instants des Bouches de Bonifacio. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque demain, samedi, à 11h30, Thierry Pardi nous donne rendez-vous dans Méditerranée, où justement, direction les Bouches de Bonifacio, par lesquelles 3000 navires transitent chaque année, dont 300 transportant des cargaisons dangereuses. Face au risque d'accident, les gouvernements français et italiens ont pris des mesures d'interdiction. Voilà, donc le reportage est à retrouver demain à 11h30 dans Méditerranée. Donc plusieurs choses. L'action associative, c'est bien, mais je suppose que quand le politique s'engage, c'est mieux. Laurence et Thierry ensuite. En fait, on décèle quand même plusieurs étapes à franchir. Bon, il y a l'action citoyenne qui insuffle souvent et qui donne à voir la problématique. On brandit des étendards, des drapeaux, des banderoles, etc. On se fait entendre. Il y a l'action politique derrière qui permet de promulguer des lois, de les faire voter, de les débattre, etc. Mais après, on a un problème de terrain. À l'instar de la Scandola, par exemple, pour parler de ça, parce que quand même c'est vraiment typique de ce qui se passe, on a le problème d'une réserve qui n'a pas les moyens d'être une réserve, qui donc l'UNESCO menace d'enlever son chapitre. Et là, comment on fait ? Comment on peut passer un temps fou, avoir des scientifiques qui étudient le problème, des gens qui... Et au bout du bout, une miette pour pouvoir défendre nos biens communs. Voilà, ça c'est un problème. Thierry, sur l'action politique. Elle parle de cette réserve, justement, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens, effectivement, il y a énormément de monde. Et comme c'est une réserve intégrale côté marine, il y a également quand même de la vie plus là qu'ailleurs, effectivement. Ça attire les plaisanciers, ça attire les touristes, mais ça attire aussi les prédateurs, dont les cétacés, les dauphins. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de bateaux qui voient, quand ils voient un dauphin, parce qu'ils sont vulnérables, ils sont des mammifères comme nous, donc ils doivent aller en surface pour respirer. Une fois qu'il y en a un qui respire, il est repéré par un navire, et puis il y en a des tas d'autres qui vont dessus. Et puis, comble du comble, le dauphin, il saute en l'air. Mais il faut comprendre que le fait de sauter, c'est pas pour nous faire coucou et dire qu'il est content. Eh oui, mais les trois quarts des gens pensent ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est très sournois parce qu'au plus il est, parce que c'est une forme de colère chez eux. Il faut comprendre que ça lui coûte à lui et à ses congénères qu'il le fait une journée entière de ration, donc 15 kilos de poisson. Donc il doit retravailler pour aller chercher ces 15 kilos de poisson. Mais en plus, il va continuer, ses collègues vont continuer à le faire pour dire aux gens, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, ils sont en colère parce qu'ils doivent protéger leurs petits qui sont en dessous, tout simplement. Comment vous coordonnez vos actions avec les socioprofessionnels de la pêche et du tourisme ? La pêche, personnellement, j'ai peu de contacts. D'ailleurs, j'ai un petit mot à dire, juste quand même pour recadrer un petit peu. Il y a eu une émission à laquelle avaient été conviés des pêcheurs et qui parlaient de leurs problèmes, du manque de poissons, etc. etc. Et il y en a un qui disait, oui, mais enfin, les plaisanciers, c'est eux qui jettent. Il y en a 1 sur 10 qui garde ses poubelles à bord. Alors je dis, c'est faux. Moi, je suis capitaine de bateau, ça fait 30 ans que je navigue, on garde nos poubelles. Les poubelles qu'on trouve sur les plages, 80% du temps, c'est les gens qui ont jeté en nature, que ça s'est retrouvé dans les rivières et ça a filé. Bon. C'est juste pour faire une parenthèse parce que j'ai pas trouvé ça fair-play du tout de sa part. Facile. Trop facile de dire ça. Et bon, donc c'était... Et alors, comment on coordonne nos actions ? En fait, avec nous, on écrit. Pour ceux qui veulent. On essaye d'impliquer un maximum les mairies, parce que quand il y a les mairies qui travaillent avec nous, force est de dire qu'on a quand même vachement plus de moyens. Les moyens de communication sont multipliés et on a quand même un impact plus fort. Voilà. Mais personnellement, je ne travaille pas plus que ça avec, je ne sais pas... Oui, non, je te rejoins dessus, ouais. Ouais. Là, à l'image de
de l'initiative lancée par les Global Earth Keepers, des nettoyages mensuels des plages. Demain, on va se retrouver à Maginadj pour réaliser justement un nettoyage de la plage. On fait participer la mairie qui va nous fournir des moyens. Donc ça peut pas aller plus loin entre guillemets parce que on a tous un budget serré, les mairies ont un budget très serré, les communautés de communes aussi. Tout le monde est un peu logé à la même enseigne et donc on essaye d'agir avec nos moyens sur le terrain. Un peu vers nous, on est tous des bénévoles, voilà, donc on fait un max, mais il faudrait que eux qui profitent de la mer aussi viennent vers nous, ils disent bon, on voudrait communiquer, travailler avec vous, voilà. S'ils ne le font pas, on ne peut pas tout faire. Thierry, comment on vous aide? Nous, on travaille aussi avec les mairies principalement, qui ont des ports évidemment, et on essaye via les réseaux sociaux et puis entre nous aussi, et on essaye, si vous voulez, d'éduquer les gens, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc ils sont tout à fait étonnés et ils l'apprennent. Et j'explique pourquoi, et j'explique où est la souffrance, parce qu'il s'agit de souffrance des animaux, à cause du son, hein. Donc j'explique la souffrance et franchement au bout d'une heure et demie, 2 heures qu'on a discuté, eh bien des gens viennent me voir et puis on continue à discuter parfois pendant des heures. C'est très lent, c'est pas facile à l'heure où les médias ont accès, où tout le monde a accès à tous les médias, mais je trouve que la qualité vaut mieux que la quantité. Allez, on rappelle peut-être l'action de demain, les infos pratiques. Voilà, oui, demain, Océane et Laurence, donc vous êtes à Maginadj, à partir de quelle heure pour nettoyer la plage? 9h, donc tout le monde peut venir. Mais oui, tout le monde. On a besoin de bras, on a besoin de mains. Voilà, de bonne humeur, et un petit pique-nique de bonne humeur. Et il y aura aussi Corsican Blue Project et Zero Frauds avec nous. On est content d'être plusieurs associations travailler ensemble, c'est top. Thierry, rapidement, la prochaine opération de Passepartout? Oh, ce sera sans doute... ce sera déjà Vita Marina, de toute façon, on suit votre actualité sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement, ce sera... Merci beaucoup, merci à vous trois. On se retrouve dans un instant pour la 3e partie. À tout de suite.